vais passer maintenant la parole à Thierry Leguet. Je vais juste demander pour les 2 dernières interventions de vous en tenir à 10 minutes pour qu'on ait le temps d'avoir quand même un échange avec la salle avant la conclusion. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous prie d'excuser Marie-Christine Vergia, dont je suis un de ses assistants, qui est retenu par des obligations et qui ne peut pas être là. Je voudrais dire combien je suis honoré de pouvoir intervenir et de pouvoir participer à des travaux aussi riches et des discussions très riches et avoir eu des discussions très encourageantes et qui reflètent le foisonnement, l'effervescence qui caractérise depuis quelques années et plus particulièrement en ce moment l'économie sociale et solidaire. Je voudrais dire que je partage dans une large partie les mots qui ont été prononcés par le ministre. Je serai un peu plus sceptique en ce qui concerne les propos tenus par la Commission. J'y reviendrai un peu plus tard. Au niveau européen, il est clair que, à la faveur, je ne devrais peut-être pas le dire comme ça, dans le cadre en réponse aux crises financières et économiques, il y a une certaine prise de conscience au niveau européen de l'existence et du rôle de l'économie sociale et solidaire dans la société, en Europe. Ça s'est traduit notamment au niveau de l'intergroupe de l'économie sociale et solidaire au sein du Parlement européen, qui existe depuis 1994 et qui a bataillé pour justement faire valoir au niveau des institutions européennes l'économie sociale et solidaire, ses solutions, son rôle, sa place et ce qu'elle représente comme perspective pour répondre aux crises de l'économie, mais pas seulement. On a eu notamment le rapport de Madame Toia en 2009 qui reste la pierre angulaire du travail de l'intergroupe économie sociale et solidaire. Il faut que vous sachiez que s'il y a une prise de conscience qui s'est faite, qui traverse toutes les institutions européennes, à chaque élection du Parlement européen, nous devons recréer des intergroupes et malgré cette prise de conscience, il faut à chaque fois mener bataille au sein des groupes politiques et au sein de l'institution du Parlement européen pour reconduire l'intergroupe économie sociale et solidaire. Ce n'est pas chose facile. Je ne vais pas rentrer dans la technique et les critères qui conduisent à la reconduction de tel ou tel intergroupe. Mais voilà, c'est une bataille et vous n'êtes pas sans savoir que si l'économie sociale et solidaire est bien connue dans ce qu'on va appeler l'ouest de l'Europe, c'est un peu plus compliqué dans l'est de l'Europe et il y a là tout un travail à faire. Avec la reconduction de l'intergroupe il y a 1 an et demi maintenant quasiment, on a eu la satisfaction de constater que maintenant nous avons une participation élargie à d'autres groupes politiques que ceux qui s'intéressent principalement depuis sa création à l'économie sociale et solidaire. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que avec cette intégration de nouveaux groupes politiques, nous avons des approches un peu plus différentes et ce qui ne rend pas forcément la tâche possible, mais ce qui est important, c'est de savoir que nous avons une organisation politique au niveau du Parlement qui au moins se retrouve pour faire valoir l'économie sociale et solidaire au niveau des institutions et notamment au sein du Parlement européen. Je vous rappelle que le Parlement européen est colégislateur au même titre que le Conseil, donc la représentation des États membres. Donc l'économie sociale et solidaire a gagné en visibilité, je ne vais pas revenir là-dessus, et depuis 2009, il y a eu des étapes importantes qui ont été les déclarations de Strasbourg, de Rome, et nous attendons là une déclaration de la présidence luxembourgeoise qui devrait être prise la semaine prochaine, et nous attendons aussi un acte important qui sont les conclusions du Conseil des ministres Affaires sociales et ce sera un pas important aussi pour l'économie sociale et solidaire parce que ça engagera aussi les États membres à agir en faveur de l'économie sociale et solidaire.
Je dis qu'il y avait une certaine prise de conscience et je voudrais là nuancer un peu ce qui se passe. La Commission européenne a proposé la Social Business Initiative en 2011-2012, je crois, que l'on traduit en français par Initiative pour l'entrepreneuriat social. Le terme en français ne reflète pas tout à fait le glissement de sens qu'il y a en anglais. Ça a créé une certaine confusion et surtout pour nous, et la plupart des membres de l'intergroupe économie sociale et solidaire sont d'accord pour le dire, et une inversion du rapport qui existe entre les entreprises de l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social ou les entreprises sociales, qui fait en fait de l'économie sociale et solidaire, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, un sous-ensemble de la seconde, alors que nous estimons que ça doit être le rapport inverse. Et comme je vous le disais, l'intergroupe, les membres de l'intergroupe économie sociale et solidaire vont batailler pour lever cette confusion, pour clarifier les concepts et pour faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit reconnue. Mais ce qui s'est passé là, ce n'est pas la chose la plus grave pour nous parce qu'il y a un vrai problème de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. Et on rencontre cette difficulté, ce problème notamment par le fait qu'en dehors du statut de la coopérative européenne, aujourd'hui il n'y a aucun statut pour les fondations. Ça a été rejeté il y a 1 an et demi à peu près. Il n'y a rien pour les mutuelles européennes. Et là, malheureusement, nous regrettons fortement que, pour l'instant, mais peut-être que M. Cattina me contredira ou apportera des précisions sur ce point, malgré la demande incessante, ou les demandes même incessantes du Parlement européen et aussi de Social Economy Europe, pour l'instant, il semble que les travaux sur un projet de statut de la mutuelle européenne soient au point mort. Alors, nous sommes aussi conscients que les statuts européens, c'est important, mais ça ne règle pas toutes les questions qui se posent. Et donc nous sommes face à un problème de connaissance aussi de l'économie sociale au niveau européen, à quelques exceptions près, comme justement le Luxembourg l'a montré, ou la France, ou d'autres États membres. Différents États membres ont été mentionnés, tout ça. Moi, simplement, là, j'aurais une question à M. Cattina. J'ai bien entendu la demande qui a été faite à la Commission européenne de proposer aux États membres qui n'ont pas de cadre sur l'économie sociale et solidaire, de leur faire des propositions. Mais moi, ma question est pourquoi nous ne nous faisons plus trop d'illusions sur les statuts. Mais pour nous, ce qui est important sur la base de ce que M. Cattina a dit, c'est pourquoi la Commission européenne ne propose pas, justement sur la base de ce qui existe, des législations qui ont été adoptées dans différents États membres et sur la base apparemment des travaux qui vont être faits par la Commission. Alors j'ai bien entendu que ça pourrait passer par le GSS, mais pourquoi la Commission ne propose pas un cadre européen pour l'économie sociale et solidaire? Voilà. Pour nous, nous sommes face aussi à un problème qui est celui de la reconnaissance des spécificités des modes d'organisation et de fonctionnement et des principes et des valeurs de l'économie sociale, de l'économie solidaire et sociale qui la guide. Nous sommes aussi face à un problème d'approche qui réduit bien souvent, et ça a été dit, et je vais le dire peut-être de manière un peu plus forte, qui réduit en fait l'économie sociale et solidaire à un rôle social, à une économie de la réparation, ou pire encore, à l'économie des pauvres, pour une partie de l'ESS, ou alors à une simple initiative entrepreneuriale pour le reste de l'économie sociale et solidaire, je pense là aux coopératives, aux mutuelles, et qui donc, et ça a été dit d'une certaine manière par M. Cattina, et qui donc relève du droit commun, je veux dire, ou de l'approche normale du droit de l'Union européenne. Donc, si vous voulez opérer en fonction de votre taille, ben, vous avez le statut, la société européenne, ou sinon vous avez les PME. Nous sommes aussi confrontés, en fait, à une approche mainstream, donc classique
comme ça a été dit notamment par M. Arnaud, par la plupart des acteurs politiques et économiques des problèmes qui se posent à la société, à nos sociétés, et une réponse à ces problèmes par la croissance, mais surtout en faisant croître l'activité économique aux domaines sociaux et aux domaines environnementaux. Voilà, donc derrière, après, il ne faut pas s'étonner qu'on soit face à une menace de capitalisme vert ou aussi à la marchandisation du social. Or, pour nous, le foisonnement qui caractérise l'économie sociale et solidaire aujourd'hui partout en Europe, quand on voit ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Allemagne, en Italie, en France aussi, questionne ces réponses, cette approche mainstream. Et pour nous, l'économie sociale et solidaire est loin de répondre, et en fait cette approche mainstream est loin de répondre à l'approche de l'économie sociale et solidaire qui vise à réduire les inégalités et à faire que l'économie soit moins destructrice et surtout qu'elle réunisse et soit au service des personnes qui s'engagent dans un projet social ou dans des projets sociaux. Donc pour nous, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas simplement une sortie de crise, une réponse à la crise, c'est aussi une réponse à la crise écologique, pas seulement, c'est aussi une réponse à la crise de la participation citoyenne, et c'est dans une certaine mesure, vu la gouvernance de l'économie sociale, une réponse à la situation démocratique dans laquelle se trouve l'Union européenne. Donc ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une reconnaissance de toutes les formes d'entreprendre au niveau de l'Union européenne. C'est une demande récurrente de l'intergroupe dans le cadre de son travail. Et pour nous, il n'est pas acceptable que les entreprises de l'économie sociale et solidaire soient discriminées. Et c'est pour nous en violation d'un des principes qui se trouve et qui est un des principes clés qui se trouve dans les traités de l'Union européenne. Je voudrais maintenant, parce que le temps qui m'est imparti vient à sa fin, tracer quelques pistes. Il y a la nécessité aujourd'hui pour l'économie sociale et solidaire d'être plus visible. Et il y a ce foisonnement qui existe, cette effervescence, mais elle reste quand même assez confinée, je vais dire, aux personnes qui sont engagées dans ce domaine. Et donc il y a la nécessité d'une publicité de ce qui se fait. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, je en conviens. Mais je pense qu'il y a aussi une nécessité pour l'économie sociale et solidaire de faire en sorte que l'enseignement économique porte aussi sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et ça nous permettra certainement aussi de sortir de cette approche mainstream de l'économie. Ensuite, il y a la nécessité, et qui se fait déjà par Social Economy Europe, qui se fait aussi dans une certaine mesure par le RIPES, de l'appropriation de ce qui se fait au niveau européen. Et il y a la nécessité des alliances avec les mouvements qui existent ici et là, que ce soit les villes en transition, etc., le mouvement des biens communs, et qui poursuivent quand même tous plus ou moins les mêmes buts. Ce que nous constatons donc, c'est qu'il y a en fait aussi un décalage entre ce qui se passe sur le terrain dans les États membres, mais aussi en dehors de l'Union européenne, et les rencontres du Mont Blanc le montrent depuis longtemps maintenant, et la prise en compte et la réponse qu'apportent l'Union européenne et les États membres, à quelques exceptions près, à ces initiatives, à cette effervescence qui montre le désir, la volonté de personnes, de groupes de personnes, de prendre leur destin en main sans attendre une éventuelle réponse des politiques ou du monde économique. L'économie sociale et solidaire doit défendre son modèle, ses spécificités, ses innovations essentiellement sociales, mais elle ne peut le faire seule. Elle est confrontée en fait au même problème qu'en ce qui concerne le mouvement social, c'est-à-dire un problème de relais politique, mais aussi un problème de politique publique qui répondent aux propositions, aux spécificités de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, en fait, elle est un moyen de refaire de l'économie politique, mais pas seulement, aussi
Elle nous permet aussi, dans certains cas, de nous approprier l'écologie, les questions que pose l'écologie. Donc, à rebours de la gestion technicisante des choix politiques, dans la mesure où on peut se poser quelquefois la question s'il nous reste encore le choix politique. Alors oui, refaisons de la politique, et il y a urgence, vu la situation. Je vous remercie. Merci. Donc il nous reste pas beaucoup de temps. Je laisse la parole au dernier intervenant, Juan Pérez Mancheta, assistant parlementaire de Miguel Urbán. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ces rencontres, et notamment Social Economy Europe, qui nous a fait parvenir une invitation que nous avons acceptée immédiatement. Je suis un des assistants de l'eurodéputé Miguel Urbán, membre de la délégation de Podemos au sein du groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Miguel, depuis sa prise de fonction en avril 2014 et en tant que membre d'une coopérative de services culturels à Madrid, s'est immédiatement intéressé aux évolutions que l'économie sociale et solidaire a subies depuis son irruption au sein des institutions européennes, notamment de par les travaux de l'intergroupe sur l'économie sociale dont mon collègue Thierry vient de nous en parler. J'ai voulu organiser mon discours en 3 parties. Dans un premier moment, je voudrais mentionner les grands enjeux qui, à notre avis, se posent sur l'avenir de nos sociétés et pour lequel l'économie sociale et solidaire se pose comme un outil social, politique et culturel indispensable. Ensuite, je présenterai de façon synthétique quels sont les paris que Podemos, en tant que nouvelle force politique sur l'échiquier espagnol, présente dans son programme électoral pour les élections législatives de décembre prochain, en ce qui concerne notamment l'économie sociale et solidaire. Finalement, je voudrais vous présenter les principaux traits de l'initiative stratégique que, sur proposition de Podemos, ainsi que du Front de gauche français, de la Die Linke allemande, de l'Altra Europa italienne, du Syriza grec, du Sinn Féin irlandais, et d'autres délégations. Comme je vous disais, cette initiative stratégique de la gauche unitaire se met en place autour du Forum européen sur l'économie sociale et solidaire qui se tiendra le 28 janvier 2016 au siège bruxellois du Parlement européen. Permettez-moi de situer les principaux défis que cette économie sociale et solidaire dont nous avons besoin dans l'ensemble des enjeux qui se posent de façon de plus en plus dramatique sur nos cadres de vie et sur les rapports et dynamiques qui, jusqu'à nos jours, leur ont servi de support. Personne ici ne pourra nier le fait que nous assistons actuellement à une véritable crise de civilisation, comme Edgar Morin la définissait, une crise de civilisation comprise comme crise de l'ensemble d'institutions et de mécanismes d'autorégulation que se sont donnés nos sociétés. Le déchirement progressif depuis les années 80 des liens sociaux, l'aggravation incessante des inégalités dans les rapports d'échange et de coexistence entre les Nords et les Suds de l'économie monde, la multiplication des insécurités et des risques, l'insoutenabilité des modèles productifs, des patrons de consommation et de mobilité, la dégradation des conditions de travail, la crise de la représentation politique et le collapse écologique dont nous n'éprouvons que les tout premiers symptômes, ne peuvent s'expliquer que par le développement d'un capitalisme global qui marchandise tout ce qu'il peut, et à la fois par la complicité que le modèle d'État assistentiel lui a apporté. Un modèle d'État qui a largement contribué, au travers de la cooptation d'espaces et dynamiques qui devraient relever principalement de l'auto-organisation citoyenne, à la dégradation des solidarités sociales concrètes, libres de toute médiatisation par les pouvoirs de l'État et par les forces déchaînées du marché. À ce point, l'économie sociale et solidaire dont nous avons besoin, et j'insiste bien sur le fait, ou sur l'expression « celle dont nous avons besoin », doit nécessairement se présenter tout d'abord comme un espace de réflexion, de proposition, de débat et surtout d'action
et de transformation pratique, qui soit à même d'opérer une repolitisation de nos sociétés. Une repolitisation qui ne saurait jamais plus être une fin en elle-même, une repolitisation qui ne partirait plus de promesses idéologiques caduques, mais d'une conception de l'interdépendance et de la solidarité radicalement différente à celle établie par le modèle dominant, soit dans sa version typique, soit dans ses nouvelles impostures catégorielles regroupées sous des dénominations telles que social business, responsabilité sociale corporative ou, comme le mentionnait Thierry auparavant, l'économie verte. Une repolitisation de nos sociétés qui vise la récupération ou encore la refondation d'une solidarité forte, destinée à élargir la démocratie à l'ensemble de la vie économique et sociale, tout en luttant contre les inégalités et tout en pratiquant la justice sociale, au travers de formes d'auto-organisation pour la gestion des biens et services communs. Une repolitisation, enfin, qui nous permette de repenser le public non étatique sans pour autant fuir en avant vers un repli sur les actions privées, mais tout au contraire, en étant capable d'enrichir l'action publique de son souffle émancipateur et démocratisant. C'est là que l'économie sociale et solidaire, de par l'imagination sociale qu'elle libère sous forme de nouvelles pratiques organisationnelles, a un rôle majeur à jouer. Inspiré dans le mouvement des indignés, lui-même issu des mobilisations citoyennes de mai 2011, Podemos est né du besoin exprimé par une partie croissante de la société espagnole dans le sens de récupérer la politique par les citoyens eux-mêmes. Pour renverser les politiques mises en œuvre en Espagne et aussi en Europe, notamment à partir de l'année 2008, des politiques austéritaires, procycliques, qui ont aggravé les déterminants de la crise tout en exposant les secteurs les plus vulnérables à ces impacts dévastateurs en termes de réduction des droits économiques, sociaux et même en Espagne, malheureusement et tout dernièrement, des droits civils. Parmi les effets évidents immédiats entraînés par l'irruption du phénomène Podemos, je vais signaler les deux principaux. Tout d'abord, une hausse de la participation générale de la population, notamment des jeunes, non seulement à travers les mécanismes de la représentation électorale formelle ou typique, mais à travers des formules de démocratie délibérative telles que les assemblées citoyennes tenues dans les places publiques dans les principales villes de l'Espagne, ou bien aussi de processus de débat, décision et élection à l'intérieur de notre organisation, moyennant les nouvelles technologies d'information et communication et les réseaux sociaux. En deuxième lieu, cette irruption de notre force politique en Espagne a produit une augmentation des exigences citoyennes de transparence et une accrue reddition de comptes ou accountability vis-à-vis des responsables politiques et leurs actions. La puissance transformatrice des relations de production et de reproduction dont l'économie sociale et solidaire est porteuse ne pouvait rester en marge de nos délibérations et de nos propositions. Dans tous nos programmes, produits de façon participative depuis notre naissance, élections européennes, élections locales, élections régionales, maintenant en décembre, élections législatives, le soutien à l'économie sociale et solidaire se présente de façon explicite. Je vais signaler que 3 points de notre programme que je pense sont assez caractéristiques, disons, de ce soutien que nous portons. Tout d'abord, nous commencerons par intégrer de façon effective les agents de l'ESS ainsi que les travailleurs autonomes espagnols dans le dialogue social aux côtés des responsables politiques et syndicaux. Nous proposons aussi de réformer la loi des entreprises coopératives, Ley de Cooperativas, en Espagne, afin de la rendre plus flexible, d'éliminer les obstacles administratifs à leur promotion et développement. Nous inclurons tout de même de nouvelles figures comme les coopératives de services publics. Nous favoriserons la conversion d'entreprises traditionnelles en coopératives et en sociedades laborales, sociétés de travail, on pourrait traduire ça comme ça, de par la provision de formation et assistance technique. Finalement, nous favoriserons l'octroi de crédits publics et privés visant notamment à stimuler l'incorporation
dans les coopératives et sociétés de travail d'une valeur ajoutée sur la base de l'innovation technologique, sociale et organisationnelle. En guise de conclusion, et dans le temps qui me reste, permettez-moi de vous présenter les grands traits du Forum européen sur l'économie sociale et solidaire, autour duquel, et en tant que groupe de la gauche unitaire européenne, nous proposons de rassembler les agents de la SSE de tous les États membres de l'Union européenne, mais aussi d'autres pays et d'autres régions du monde. Les objectifs de ce forum, qui se tiendra, comme je vous ai expliqué, le 28 janvier prochain au siège bruxellois du Parlement européen, seraient principalement trois. Tout d'abord, rendre visible et mettre en valeur la diversité d'approches, d'acteurs, de bonnes pratiques et d'avancées effectives du secteur coopératif, associatif et mutuel en termes de génération d'emplois de qualité, démocratisation du monde du travail, d'inclusion sociale, d'innovation, de gestion des communs et de contribution à la soutenabilité de l'activité humaine en général. En deuxième lieu, on se propose de contribuer en toute modestie au renforcement de la connaissance mutuelle entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, tout en reconnaissant l'excellent travail mené par les réseaux nationaux et européens. Finalement, on se propose de situer de façon collaborative les défis concrets à soulever depuis les administrations dans les différents niveaux, local, autonomique en Espagne, national et bien sûr européen, et de nous procurer un plan d'action qui puisse être entamé à partir non seulement des réseaux et des relais institutionnels déjà créés, mais aussi à travers d'autres espaces que nous pourrons produire justement sur la proposition des acteurs qui s'y rendront à Bruxelles le prochain 28 janvier. Merci à toutes et à tous et bonne continuation. Merci. Alors, on a commencé un peu en retard, donc on va prendre quand même le temps d'échange avec la salle. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, c'est le moment. Je crois qu'on a un micro à faire circuler. Ce matin, nous avons déploré que les terres étaient de plus en plus accaparées et qu'on ne maîtriserait plus grand-chose dans le domaine alimentaire à terme. Or, les coopératives agricoles en France sont des prédatrices de ces terres, que ce soit en Ukraine notamment ou ailleurs. Donc je pense quand même qu'il faut qu'on ait le courage, pour l'économie sociale la plus historique, de regarder ce que nous sommes et peut-être, alors c'est certainement le rôle de la Chambre française, et je sais la difficulté de rassembler tous les acteurs qu'on a connus entre le passage du CEGES à la Chambre française, j'en suis tout à fait conscient, mais je pense que ça nécessite de clarifier les situations. J'ai entendu également, et c'est bien qu'on avait les deux regards par rapport aux politiques européennes, ça a été souligné, donc je ne développe pas. Donc voilà, et j'insiste également, puisque j'ai dit que j'étais de la Massif, sur cette nécessité de nous doter des mêmes outils que les entreprises à capitaux, c'est-à-dire le statut européen de mutuelle, le statut européen des fondations, on a le statut européen des coopératives qui existe. Alors peut-être que là aussi, nous avons, nous, des efforts à faire pour faire la démonstration que ce statut fait sens, qu'il est utilisé et qu'il permet au niveau européen d'avoir des exemples qui le montrent. Voilà, moi, je m'arrêterai là. Par contre, je serais demandeur d'avoir des informations plus précises sur ce forum du mois de janvier, parce que pour l'instant, on le découvre. Thank you very much. I'm Ed Mayo from... Merci beaucoup. Je suis Ed Mayo des coopératives au Royaume-Uni. Donc, je félicite le commentaire sur l'intergroupe sur l'économie sociale. On a presque perdu ce groupe et si ça ne fonctionne pas, on mériterait de le perdre la prochaine fois. Donc, merci pour les commentaires sur l'intérêt dans la législation en matière d'économie sociale autour d'Europe. Donc, Michel Kattener, et je voudrais aussi vous encourager à regarder non pas seulement une nouvelle législation, mais abroger d'anciennes lois qui sont des obstacles à l'économie sociale. Donc, au Royaume-Uni, par exemple, nous avons abrogé les limites sur
capitaux dans les coopératives et cela nous a permis d'augmenter la capacité des communautés à lever des fonds propres pour des coopératives, notamment des petites coopératives. Et une autre question qui est reliée à la première, donc je comprends qu'il n'y a pas forcément la volonté politique pour créer donc le statut pour les mutuelles au niveau européen. C'est peut-être une question naïve, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que les coopératives européennes fonctionnent pour les différentes organisations sœurs telles que les mutuelles? Félicitations pour toutes les présentations de cet après-midi. Je suis effectivement un peu... Je m'appelle Juan Gerardo Dominguez. Je suis dirigeant du mouvement coopératif national au Mexique. Je suis inquiet d'écouter de la part de plusieurs des personnes ici présentes une position de nouveau paradigme pour l'économie sociale et solidaire et dans d'autres cas, un espace dans l'économie du marché. L'économie de marché. Je pense que c'est un phénomène mondial d'avoir ces différentes positions. Cependant, pour nous qui croyons que c'est un paradigme, un modèle de développement réellement différent à celui qui existe actuellement, il est nécessaire d'être très clair sur la stratégie que nous allons suivre au cours de la transition de l'économie de marché vers l'économie solidaire. Et ce n'était pas très clair pour moi par rapport aux différentes interventions que j'ai pu écouter cet après-midi. J'aimerais avoir quelques éclaircissements. Merci. Oui, je veux bien répondre à la dernière question. Je pense qu'il faut faire la différence entre le marché et l'économie capitaliste. C'est-à-dire que même dans l'économie solidaire, nous aurons besoin d'échanger des marchandises. Et on ne pourra pas faire que du troc. Donc nous aurons bien besoin de la monnaie pour échanger des marchandises. Et ces marchandises que nous échangeons, même si elles sont produites de manière sociale et solidaire dans des coopératives ou des mutuelles, il faudra bien leur fixer un prix. Donc, nous n'allons pas échapper à toutes ces questions-là. Simplement, ce que l'on peut penser, c'est qu'il y aura une inversion des valeurs. Grosso modo, l'objectif de l'économie sociale et solidaire, c'est de faire en sorte que l'argent soit le serviteur et ne soit pas le maître. Mais on sera bien quand même dans des logiques d'échange de marchandises et de services, et donc bien sur des logiques de marché. Et ce qu'il faut inventer, effectivement, maintenant, ce sont des marchés sociaux et solidaires. Oui, j'ai été interpellé plusieurs fois concernant les mutuelles. Alors, quelques rappels. 1992, la Commission propose un statut européen pour les mutuelles, plus d'autres, coopératives en particulier. Entre 1992 et 2006, aucun État membre ayant la présidence du Conseil ne souhaite mettre à l'ordre du jour des discussions le statut européen des mutuelles. En 2006, la Commission en tire conséquence, à savoir retire le projet de la table du Conseil. 2013, le Parlement européen, l'intergroupe, et je l'en remercie, fait un rapport demandant à la Commission de relancer cette initiative. Ce que nous faisons, nous procédons comme habituellement, c'est-à-dire que nous faisons une consultation publique, et au travers de cette consultation publique, il apparaît très clairement qu'un certain nombre d'États membres s'opposeront formellement au statut européen des mutuelles. Dans cette circonstance, la Commission a décidé de ne pas faire de propositions sur les mutuelles. Donc ça fait 23 ans que l'on tourne en rond avec ce statut européen des mutuelles. Alors je n'ai aucun jugement de valeur à porter, mais moi, en tant que responsable d'équipe, je demande à mon équipe de ne pas proposer de nouveaux statuts de mutuelles européennes. On aime ou on n'aime pas, mais je préfère me consacrer sur des projets utile pour l'économie sociale et sur lequel je pourrais déboucher sur un certain nombre de décisions. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé en particulier, et je me suis exprimé face à l'intergroupe plusieurs fois de cette façon-là,
L'avantage que j'ai, c'est que je ne suis pas un homme politique, donc je peux dire ce que je pense. Et je pense que c'est une voie sans issue pour l'instant. Alors évidemment, l'évolution politique permettra peut-être un jour d'obtenir ça, mais ce n'est pas le cas actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai demandé aussi au G16 d'essayer de trouver des solutions alternatives, c'est-à-dire de voir où sont les problèmes que rencontrent les mutuelles, pour continuer sur les exemples de mutuelles, de façon à prester des services au niveau européen, quelles sont les barrières à cette possibilité de prester des services au niveau européen, et si on identifie les barrières, dans ce cas-là, essayons de prendre des mesures qui permettront, sans avoir un statut de mutuelle européenne, de pouvoir prester des services au niveau européen. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre le plus précisément possible à ces demandes. Oui, comme vous le savez, j'ai été un long moment directeur général du groupement européen d'intérêt économique EURESA, qui regroupe 14 coopératives et mutuelles d'assurance. Donc nous avions été obligés, à la naissance du groupement en 1990, de choisir le seul statut européen qui existait, c'est-à-dire celui du GEIE, ce qui nous avait obligés à créer un holding à côté. Enfin bon, on n'avait pas le choix. Plus tard, le choix du statut de société coopérative européenne, effectivement, n'a pas été fait, tout simplement parce qu'il ne correspond pas au mode de fonctionnement des mutuelles. Ça ne fonctionne pas. On l'a étudié de près. Hein. Le besoin du statut de mutuelle européenne reste entier. J'entends ce que vous dites, mais il reste absolument entier. Et le fait qu'il n'y en ait pas empêche des évolutions, une mise en commun plus approfondie de projets entre mutuelles et d'assurance. C'est vraiment un manque. Alors, à un moment donné, il a été question de créer un statut de société de groupement d'assurance mutuelle européen, en prenant image sur ce qui se fait en France. C'est un statut d'ailleurs, il faut le reconnaître, qui est insuffisant en soi, hein, qui amène d'ailleurs à créer des étages de SGAM, comme on dit chez nous, c'est-à-dire de sociétés de groupement qui se superposent à des sociétés de groupement, ce qui souligne les insuffisances du statut. Mais il a le mérite d'exister, il a permis un certain nombre de regroupements qui sont opérationnels. Peut-être faudrait-il réfléchir, en attendant mieux, si j'ose dire, à ce qui manque beaucoup, à peu près dans tous les pays d'ailleurs, et ce qui permettrait de franchir par le haut une étape, c'est-à-dire un vrai statut de groupe d'entreprises d'économie sociale, qui permettrait de marier des entreprises coopératives avec des mutuelles, des associations, etc. Ça manque véritablement. Chacun sait ici que j'ai été un grand défenseur de la loi de l'économie sociale en France, et pour cause, mais un grand manque est celui-là dans cette loi. Et ce manque, on le retrouve à peu près malheureusement dans les autres lois. L'Europe pourrait peut-être permettre de faire un bond. Il faudrait vraiment travailler à ça. Parce que, on le sait, que ce soit dans le secteur de la protection sociale, ou de la protection de la santé, on va dire, que ce soit dans le domaine des services à la personne, et dans beaucoup d'autres domaines, maintenant, les opérateurs sont à la fois des mutuelles, des coopératives et des associations. Donc il y a véritablement besoin de repenser cette question. Merci. On va faire un... Oui. Ah, pardon. Je ne vais pas anticiper ce que je voulais dire, mais je pense que ce que Thierry vient de dire est très important. C'est une des solutions vers lesquelles on devrait absolument réfléchir. Parce que le statut en tant que tel, c'est un règlement. Et aujourd'hui, la grosse difficulté, il faut vraiment en prendre conscience aujourd'hui, les mutuelles n'existent pas dans tous les pays européens. Or, le statut nécessite l'unanimité. Et donc, la Commission ne va pas proposer au Conseil une proposition pour laquelle elle va se faire rejeter, puisqu'elle sait que les mutuelles n'existent pas, la perception politique des mutuelles dans certains pays n'existe pas, sa traduction dans les faits n'existe pas. Donc, il faudrait reprendre la machine à l'envers et recréer du mutualisme dans un certain nombre de pays, en passant par la base, pour effectivement, à un moment donné, remonter vers le politique. Actuellement, c'est très compliqué de le faire à 28. Je rappelle simplement que le statut de coopérative est passé lorsque l'Europe était encore à 12. Oui, 12 ou 15 ?
peu importe. Il y en avait beaucoup moins que maintenant. 15, ce qui rend effectivement les choses aujourd'hui très compliquées, mais il y a des solutions sur lesquelles on va absolument devoir se pencher, et la notion de groupement, pour moi, est une voie, parce qu'aujourd'hui, des mutuelles belges ou des mutuelles françaises ne peuvent pas travailler ensemble à faire une proposition pour aller développer du mutualisme en Pologne, par exemple. C'est complètement interdit. On ne peut pas le faire. Alors, on va faire un dernier tour de questions. Donc, on va prendre encore 3-4 questions. Après, je pense qu'on ira à la conclusion. Vous aurez le temps de discuter encore de manière informelle, de toute façon, jusqu'à demain. Oui, bonsoir. Tout le monde est peut-être un peu fatigué. Donc, Dominique Thys, je représente la Maïf. J'ai été administrateur pendant 24 ans et je suis passionné par l'Europe. Alors, je suis un petit peu déçu de voir qu'un certain nombre de choses n'aboutissent pas. Et je vais vous livrer... il y a une chanson en France qui dit « J'ai la mémoire qui flanche », je me souviens plus très bien. Donc, ça date des années 97. J'étais jeune administrateur de la mutuelle et venait déjà en question le statut de mutuelle européenne. Et à l'époque, j'avais lu un texte, mais je peux me tromper, sur le statut de l'entreprise européenne. Et sur le statut de l'entreprise européenne, il n'y avait pratiquement que des sociétés de capitaux ou petits entrepreneurs, etc. Et jamais la possibilité de fonctionner en tant qu'entreprise d'économie sociale n'était reconnue. Et je me demande si finalement le fait de ne pas reconnaître à l'époque la capacité de s'organiser en dehors du modèle des sociétés de capitaux n'a pas généré derrière des besoins qui se sont traduits par le statut de la coopérative européenne qui a existé, parce que là, ça a été bien dit, il y a des coopératives dans tous les pays, et le statut de coopérative européenne, encore une fois, si j'ai bonne mémoire, pour pouvoir l'obtenir, il fallait qu'il y ait coopération entre des coopératives d'États différents. De mémoire encore, je peux me tromper. D'une fois qu'il y a eu ce statut de coopérative européenne, effectivement, il y a eu de la pression pour avoir le statut de mutuelle européenne. Sauf que, si ma mémoire ne défaille pas, mais ça remonte à une dizaine d'années, le statut de coopérative européenne a eu peu de succès. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit dans la journée, il y a très peu de coopératives européennes. Et alors, à quoi on assiste ? On assiste finalement à une volonté dans certains pays de reconnaissance, parce que la problématique, c'est comment être reconnu avec la capacité d'entreprendre autrement. Tout le monde chante liberté, égalité, fraternité en solidarité avec les événements. Liberté d'entreprendre autrement, oui, elle devrait être reconnue et actée par les instances européennes. Égalité de traitement devant les modes de financement par l'Europe, parce que qu'on soit une entreprise de capitaux ou une entreprise d'économie sociale, ça devrait être considéré de la même façon. Et je pense que ça resserrerait les liens d'Europe pour solidariser les populations. Ce qui se passe, c'est que finalement, des pays, et ça a été dit, créent des statuts d'économie sociale. Et je me dis, mais ça, c'est peut-être du fantasme, et si l'Europe reprenait le statut autrement, en prenant effectivement soit le statut de l'entreprise, en y intégrant les possibilités d'entreprise de l'économie sociale, ou bien si l'Europe décidait de réfléchir à ce qui réunit toutes les entreprises d'économie sociale. S'il y a des pays où il n'y a pas de mutuelle, eh ben c'est pas grave, mais au moins là où il y en a, elles seront reconnues. S'il y a des pays où il n'y a pas de coopérative, ben c'est pas grave, elles seront reconnues, etc. Et peut-être faut-il reprendre la question un peu autrement. Mais l'origine quand même, c'est que le statut de l'entreprise européenne n'a pas reconnu la capacité d'être libre de s'organiser avec une démocratie interne, sans société de capitaux, etc., etc. Alors je suis un petit peu ému parce que je ne prends pas souvent la parole au public, mais franchement, je voulais le dire et l'exprimer devant tout le monde pour que d'aucuns qui ont des responsabilités, je vois d'ailleurs les députés, l'assistant du député qui opine du chef sur un certain nombre de choses, peut-être y a-t-il lieu politiquement à reprendre les choses de cette manière. Oui, bonjour. Moi, je suis qu'un petit qui s'occupe dans la proximité du développement local, d'économie sociale et solidaire. Je veux dire qu'il y a des choses, moi, qui me choquent dans ce que j'ai entendu dans le démarrage des propos. Alors, j'accuse pas les personnes, mais ça me prouve bien que les normes néolibérales qui sont en application aujourd'hui ne sont pas bougées du tout. Nous, au niveau local, on tombe dans les règles de minimis, on est considéré comme une entreprise quelle qu'on soit, et donc on est plafonné au niveau des aides publiques qu'on peut recevoir. Aujourd'hui, moi, je suis dans une région qui
s'appelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Front National va pas tarder à nous botter les fesses à tous. Et ça, je veux dire, on parlera plus de la même manière demain, on fera plus de distinction, c'est quoi les mutuelles, c'est tout ça. Non, ça va être autre chose. Les gens, ils ont peur, ils sont en colère et ils ont un sentiment d'injustice aussi chez nous. Et ça, je veux dire, il faut pas l'oublier quand vous réfléchissez et que vous coupez beaucoup les cheveux en quatre. Ça me paraît extrêmement important à retenir. Voilà, aujourd'hui, les flux, les financements, ils existent. Et ils sont orientés dans une certaine direction, et sûrement pas vers l'économie sociale et solidaire, vers une alternative. Ils sont, vous l'avez dit, vous appelez ça mainstream, il n'y a rien qui change, ça va toujours dans la même direction. C'est pas l'argent qui manque, c'est juste la force de l'orienter vers de nouvelles choses, dont l'éducation, dont un certain nombre de choses comme ça, qui vont vers l'émancipation et la participation, au lieu de laisser les gens dans leur attitude de consommation et laisser s'accumuler les colères. Pardon. Merci. La dernière question. Hello, good evening. Oui, bonsoir, je m'appelle Judith Hitchman et je fais partie de RIPES. Donc, il s'agit là, en fait, du réseau intercontinental des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je suis également membre du comité de coordination européen, donc je parle avec ma casquette européenne plutôt que ma casquette intercontinentale. Alors, très rapidement, je voulais souligner que dans le titre, donc le rôle de l'économie sociale, vous aurez peut-être pu harmoniser ce titre avec ESS en Europe, et donc une économie sociale et solidaire. Et on aurait pu discuter beaucoup plus de l'économie sociale et solidaire. Donc, à l'exception de la présentation espagnole, nous avons parlé plus de social plutôt que de solidaire. Et l'économie solidaire, en fait, est vraiment un réseau qui vient de la base et en fait représente un paradigme, un changement de paradigme authentique sur le plan social et économique. Et je pense qu'il faudrait prendre cela en compte beaucoup plus à l'avenir. Il faut prendre cela en compte. Donc, il faut vraiment promouvoir le côté solidaire de tout cela. Donc, il faut prendre en compte le côté solidaire de tout ce que l'on fait. Donc, il faut promouvoir ça devant le Parlement européen. Aux intervenants. Oui, je voulais simplement réagir à l'intervention du représentant de la MAIF. Deux points. Le premier point, c'est que, comme vous l'avez répété, il y a très peu d'entreprises coopératives qui ont décidé d'avoir un statut européen. Et la raison est très simple à comprendre, c'est que, comme pour les mutuelles, comme pour les associations, comme pour les fondations, il faut une unanimité au Conseil, ce qui a été le cas pour la proposition de la Commission sur le statut de coopérative européenne, mais l'accord a été obtenu au prix d'ajouts et d'exigences extrêmement importantes, en permettant énormément de spécificités nationales, qui fait que le statut européen de coopérative est tellement compliqué, peu clair, et que très peu de coopératives ont décidé d'utiliser ce statut européen. Donc on est exactement dans la même situation. Alors maintenant, j'ai pris bonne note de vos remarques. Je pense effectivement qu'il faut trouver des solutions alternatives. Le G16 doit travailler là-dessus, et je pense, ça a été aussi proposition de Thierry Jeantet, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut que l'on travaille maintenant, essayer de trouver effectivement des solutions alternatives. Donc l'intergroupe a été interpellé. Moi, je voudrais réagir, notamment sur la question qui a été posée des règles de minimis. D'abord, voilà, la bataille a été menée au sein du Parlement européen. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur l'approche économique et politique mainstream. Et voilà. Le Parlement européen s'est mobilisé, notre groupe, les Verts, une partie du groupe social-démocrate s'est mobilisé, aussi certains au sein du PPE. Ça n'a pas été suffisant, mais il faut savoir qu'en la matière, aussi le Comité économique et social européen, le Comité des régions, a fait porter
des propositions beaucoup plus fortes que ce que proposait la Commission. Simplement, on est dans le cas des règles d'État, et là, c'est la compétence de la Commission. Le Parlement européen légifère, mais voilà, à un moment, c'est quand même la Commission et avec les États qui décident. Et le résultat est celui qu'il est, avec une certaine amélioration, mais qui reste largement insuffisante, comme vous l'avez souligné, par rapport à la situation auquel sont confrontés beaucoup d'acteurs de terrain et les problèmes que ça pose justement en termes de subventions, d'aides d'État. Je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on pourrait en discuter longtemps. Voilà, l'intergroupe économie sociale et solidaire, il travaille aussi, et SSE assiste et participe aux réunions de l'intergroupe économie sociale. Et on est heureux qu'il y ait maintenant cette collaboration depuis quelques années, mais SSE est aussi une organisation assez récente. Voilà, mais qui était déjà représentée d'une certaine manière par certaines plateformes associatives européennes et qui interviennent dans certains domaines qui relèvent des compétences, des activités de SSE. Et c'est bien, c'est un apport et qui permet de prendre en compte d'autres considérations. Après, l'intergroupe, c'est, comme son nom l'indique, des députés européens issus de différents groupes politiques, comme je l'ai dit, différentes approches. Maintenant, les parlementaires qui sont membres de cet intergroupe ne sont pas forcément membres des commissions parlementaires qui sont en lien direct avec les questions de l'économie sociale et solidaire, soit la commission des affaires économiques, soit la commission des affaires sociales. Et ça, après, se pose la difficulté de créer le lien, justement, et du portage des revendications, des demandes qui concernent l'économie sociale et solidaire. On travaille, on fait un travail entre nous, et après, il faut qu'on fasse le portage dans les commissions parlementaires, et là, se pose aussi pour nous, comme je l'ai mentionné, pour nous aussi, à un moment, le relais politique en interne. Ça peut paraître étrange, ubuesque même, je comprends tout à fait, mais voilà. Et après, les parlementaires sont pris par leurs activités dans les commissions parlementaires, et c'est un énorme travail où on a beaucoup de travail législatif. Je ne vais pas faire très long parce qu'il était prévu 20 minutes, mais d'abord je vais vous remercier d'être encore là à cette heure-ci, après 2 jours de travail intensif, maintenir votre attention, être capté par ce qu'on dit, les bonnes choses qu'on dit, parfois effectivement, parfois ça peut être pas aussi bon que ce qu'on l'espère, mais voilà, d'abord vous remercier. Remercier Thierry pour nous avoir offert cette possibilité de venir organiser cette table ronde. C'est la première fois qu'on le faisait ensemble. Je pense que c'est à souligner, certainement à refaire dans 2 ans. À refaire. On travaille sur d'autres sujets en parallèle, bien entendu, et puis remercier, bien entendu, tous nos intervenants de très haute qualité aujourd'hui. Je ne vais pas faire très long, parce que, premièrement, ce que je pourrais dire se trouve dans le petit livre blanc qu'on vient de sortir, il y a à peine 6 semaines d'ici, qui est « L'économie sociale, reprendre l'initiative », qui a été produit par Social Economy Europe. Je pense que c'est très, très important de réaffirmer un certain nombre de choses au niveau européen, parce qu'on entend beaucoup de choses. On véhicule beaucoup d'éléments qui ne sont pas tout à fait vrais sur l'économie sociale, comme par exemple l'économie sociale est une économie qui est subventionnée. Oui, c'est une économie qui reçoit des subventions, mais c'est une économie qui répond à des besoins et pour lesquels on a besoin d'un apport public pour pouvoir mener à bien un certain nombre d'activités d'intérêt général. Donc on a essayé de reclarifier un certain nombre de choses et de faire un ensemble de propositions très concrètes par rapport au fonctionnement de ce que nous attendons de la Commission européenne, et pas uniquement de la Commission européenne, mais c'est un acteur majeur pour le développement de l'économie sociale à notre niveau. Alors je vais être relativement bref. L'économie sociale, nous le savons, doit jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre des politiques européennes. Son modèle de gestion de l'entreprise repose sur des caractéristiques qui donnent une place centrale à la démocratie participative, à la répartition équitable des excédents et au réinvestissement dans l'intérêt des membres de la société. L'économie sociale, c'est bien plus qu'une variable d'ajustement de l'économie capitaliste. Il faut revenir avec ça, le répéter régulièrement, et à les qualifier de autrement, c'est-à-dire produire autrement, entreprendre autrement, gérer autrement,
consommer autrement et assurer autrement. Et les assureurs qui supportent ici les rencontres du Mont Blanc en sont la preuve tout à fait flagrante. Afin de soutenir cette approche et ce positionnement particulier de l'économie sociale, nos entreprises, et je parle bien des entreprises de l'économie sociale, je ne parle pas des entreprises sociales ici, c'est très important, on dit souvent la sémantique n'a pas... Non, les entreprises de l'économie sociale, c'est l'ensemble des acteurs de l'économie sociale. À l'intérieur des acteurs des entreprises de l'économie sociale se trouvent les entreprises sociales. Bien entendu, on fait partie d'un tout à ce niveau-là. Donc il faut bien effectivement ici, quand je m'exprime au nom des entreprises de l'économie sociale. En plaçant l'efficacité économique au service de l'objectif social, l'économie sociale crée une véritable interdépendance entre l'économique et le social, et non une subordination de l'un vis-à-vis de l'autre. Par ses activités à fort impact social, l'économie sociale démontre que modèle économique pérenne et impact social positif peuvent aller de pair. Basé sur un mode de fonctionnement différent de celui des entreprises de capitaux, dans la mesure où l'économie sociale pose comme le principe la primauté de la personne, de l'objet social sur le capital, l'économie sociale occupe cette place importante et croissante dans l'économie de marché tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais avec lequel on s'articule. On ne pourra pas faire autrement. Cependant, il faut qu'on puisse s'affirmer en créant un véritable paradigme économique profondément en harmonie avec nos valeurs fondatrices du modèle social européen, parce que bien souvent on parle du modèle social européen. Le modèle social européen est également basé sur les valeurs que nous partageons. On a tendance souvent à l'oublier, et je pense qu'il faut renforcer régulièrement ces considérations sociétales, cette dimension sociale face aux logiques de maximisation des profits. Je ne vais pas faire très long, comme je vous l'ai dit, mais je voudrais quand même réaffirmer deux éléments sur lesquels on n'insiste pas, notamment dans les travaux du G16. Et ceci, effectivement, résulte de la place des stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes, et donc les bénéficiaires de nos services. Ce ne sont pas seulement des consommateurs, ce sont également des utilisateurs ou des citoyens. Et le fait que certaines des entreprises de l'économie sociale aient des membres est un élément distinctif par rapport aux autres formes d'entreprises. Or, cet aspect n'est absolument pas pris en compte pour le moment dans les discussions. Et tout à l'heure, dans la présentation de nos petits jeunes, c'est important, cette dimension, la place que doit occuper l'affilié, le consommateur, le membre, n'est pas encore suffisamment mis en évidence. De même, dans leur présentation, et c'est l'autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est la gouvernance. La gouvernance, ici, ils n'en ont pas parlé. Donc, comment vont-ils effectivement gérer sur des bases démocratiques le fonctionnement des beaux produits qu'ils nous présentent? À un moment donné aussi, ils vont devoir intégrer ces notions de gouvernance, de place des consommateurs dans le modèle qu'ils sont en train de développer. Sinon, ils ne pourront pas effectivement se revendiquer pleinement de l'économie sociale et se dirigeront naturellement vers le modèle tel qu'il est présenté aujourd'hui, ce modèle capitaliste, tel que nous présente Uber ou d'autres sociétés, Airbnb. Donc il faudra bien entendu intégrer ces dimensions-là, et c'est essentiel. Et je terminerai par là, puisque je vous l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, au niveau européen, on a réellement besoin, pas d'engagement politique, mais d'un plan d'action pour l'économie sociale. On ne peut plus se contenter aujourd'hui d'un certain nombre de déclarations politiques qui reconnaissent la place de l'économie sociale, qui réaffirment ce qu'elle est, sans en parallèle effectivement avoir un vrai plan d'action. Et ce plan d'action, seule la Commission européenne peut aujourd'hui le mettre en œuvre. On va y travailler avec le G16. Il y a une grosse déception, on le sait, c'est que lorsque la commissaire a produit son document, sa communication sur le marché intérieur, plus aucune référence à l'économie sociale, on le regrette. On fait référence à l'économie collaborative. Encore une fois, l'économie collaborative, si on se penche réellement sur ce qu'elle est, fait partie des fondamentaux de l'économie sociale. Donc il faut faire attention à la manière dont on utilise les mots et dont on les met dans un autre contexte, encore une fois. Donc travailler bien entendu à ce que dans un an, dans les prochains mois, cette économie sociale se retrouve dans les axes du marché intérieur. On en fait partie, on n'en sortira pas. On peut discuter longtemps de la place qu'on a par rapport aux aides publiques, par rapport aux aides d'État, aux marchés publics, etc. De nombreuses avancées ont été faites là-dedans pour la reconnaissance de l'économie sociale et des acteurs de l'économie sociale. Il faut qu'on continue à travailler dessus. Mais ce plan d'action est véritablement un enjeu pour nos organisations,
Le G16 doit y participer. Il faut quand même aussi que vous restiez attentifs aux acteurs de l'économie sociale qui ne sont pas dans le G16, qui ont aussi effectivement un certain nombre de propositions et de suggestions à faire vis-à-vis de ce qui se fait. Je pense que la synthèse que la Commission européenne devra faire dans les prochains mois, ça sera à la fois la combinaison des travaux qui sont menés par ce G16, mais des suggestions qui sont formulées par les acteurs de l'économie sociale. Voilà, je vous remercie et je vous libère pour la soirée.